Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. En cette fin d'année 2023, on continue notre tour d'horizon des coups de cœur de nos invités dans différentes périodes et thèmes historiques. Après la BD avec Paul Choplin, on rencontre aujourd'hui Caroline Callard pour ses conseils en histoire moderne. Des conseils que vous retrouvez sur le site parolehistoire.fr. La suite des émissions et des coups de cœur dans le courant de la semaine et la semaine prochaine. Merci et très bonne écoute. Pour les coups de cœur de fin d'année en histoire moderne, j'ai le plaisir de retrouver Caroline Callard. Bonjour. Bonjour André. Vous êtes déjà prêté à l'exercice plusieurs fois dans le passé. On est content de vous retrouver donc pour parler des livres en histoire moderne qui vous ont marqué en cette année 2023. Je rappelle que vous êtes directrice d'études de l'EHESS et que vous étiez venue à ce micro pour parler de Nathalie Zemon-Davis il y a quelques semaines. Alors, 4 livres que vous avez choisis. J'étais très content de voir votre liste parce qu'il y en a 2 en plus que j'avais sur ma pile de lecture que je n'ai pas eu le temps de lire et du coup par procuration je vais pouvoir les découvrir un petit peu plus. À commencer par le livre de Natividad Planas, Coucou le royaume enfoui, qui est paru donc aux éditions Fayard dans la collection L'épreuve de l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi ça porte ? Bien, alors merci beaucoup pour l'invitation. Je précise encore une fois, si besoin était, qu'il ne s'agit absolument pas d'un palmarès, bien sûr, mais c'est plutôt une sélection très subjective des ouvrages en histoire moderne qui, moi, m'ont le plus déplacé, intéressé, passionnés aussi, et que ils sont voilà. Donc j'assume complètement cette totale dimension subjective. Alors le premier livre que j'ai sélectionné, c'est celui donc de Natividad Planas, publié dans cette collection qui s'achève aussi, Fayard, l'épreuve de l'histoire, puisque Antoine Lilti ne prolongera pas sa collaboration avec Fayard. Donc cet ouvrage de Natividad Planas est un livre qui s'intéresse à un petit royaume situé sur les hauteurs de l'Atlas, l'Atlas tellien. Il s'agit des montagnes du Tel, qui correspond en gros à la Grande Kabylie actuelle, dans l'intérieur des terres, donc, environ à 150 km au sud-est d'Alger. Alors Natividad Planas, c'est une historienne qui est spécialiste des contacts entre les sociétés d'islam et l'Europe chrétienne. Sa thèse portait sur l'archipel des Baléares. Et elle va examiner cet espace à partir des liens entre les deux mondes, à la lumière de leurs liens. C'est-à-dire que c'est ni une histoire des sociétés d'islam vues d'Europe, ou d'une société d'islam vue d'Europe. C'est pas non plus une histoire du royaume de Coucou, comme société fermée. C'est pas non plus une histoire des circulations entre les deux, mais c'est vraiment une histoire de ce que les contacts opèrent localement à Coucou et auprès des seigneurs de Coucou. Donc, et ça, c'est vraiment un aspect extrêmement novateur. L'autre dimension de cet ouvrage qui m'a intéressée, c'est que c'est l'histoire d'un oubli. C'est pour ça qu'il est question du royaume enfoui. Ce royaume enfoui, il a été enfoui par l'historiographie, et notamment l'historiographie européenne. Et c'est pour ça qu'elle a un très important premier chapitre, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement dans l'introduction, mais qu'elle intègre complètement à son objet le travail de l'historiographie européenne qui s'est attachée au fond à rendre inaudible, ou oublier les effets de cette diplomatie transconfessionnelle assez intense qu'elle décrit. Il y a toute une dimension réflexive qui est confiée à ce premier chapitre inaugural qui va lutter contre la construction parallèle d'un écart incommensurable entre les populations rurales du Maghreb en particulier et l'histoire de l'Europe, avec cette importance, l'importance que prend le fait de s'attacher à un royaume de l'intérieur et non plus aux limes, aux frontières littorales, où bien souvent s'arrêtent les historiographies occidentales. Il y a d'ailleurs des passages assez savoureux sur la construction historiographique des sociétés du Maghreb ancien selon Durkheim, puis selon Braudel qui se faisait une idée des sociétés de montagne complètement fermées. Il y a le déterminisme géographique jouant ici à plein. Il a parlé du royaume de Coucou un petit peu en passant, mais enfin il en a parlé.
Et face à ce travail d'enfouissement, comme elle le dit elle-même, il y a une sorte de mise en récit de sa propre enquête. Elle dit: «Il faut en passer par le combat» et j'entends par là celui de l'enquête. Donc son enquête à elle va passer par un travail extraordinaire sur l'archive. Effectivement, elle ne fait pas une histoire à parts égales, comme elle le dit, du royaume de Coucou et de la monarchie espagnole, parce que la documentation ne le permet pas, mais elle évoque j'aime bien le terme, cette symétrie imparfaite, euh, à partir de laquelle elle construit ses objets. Elle va découvrir d'ailleurs ces archives du contact sont assez fascinantes, mettant au jour notamment le rôle des esclaves chrétiens, les esclaves chrétiens en fuite auprès des Belkadi, les seigneurs de Coucou. Elle va étudier les journaux des captifs qui documentent depuis Alger la situation pour la couronne d'Espagne, mais en lien avec les seigneurs de Coucou. Elle permet aussi de compliquer l'articulation entre la fin de la période médiévale et la période moderne ottomane, où on a voulu voir une sorte de remplacement assez, au fond, linéaire. Mais sa chronologie, qui concerne les années 1530-1620, met en exergue et en valeur les résistances, les opérations de rébellion. Elle parle de la co-construction d'une opération contre Alger par les rois de Coucou et les rois d'Espagne. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Elle met au passage, d'ailleurs, en lumière les raisons pour lesquelles, alors qu'au départ, les seigneurs de Coucou semblaient, au fond, s'accommoder de la présence ottomane, qui est, comme on le sait, ils ne cherchent pas à bouleverser les structures des pays qu'ils dominent. L'Empire ottoman rajoute une strate à la domination. Donc tout ça semble avoir fonctionné jusqu'à un point de rupture qui est lorsque les Ottomans souhaitent mettre la main sur la mine de salpêtre située sur les territoires des seigneurs de Coucou. Et cette salpêtre est essentielle pour la fabrique de la munition, et on voit là le rôle des ressources naturelles dans le contexte impérial ressurgir de façon assez inédite et donc stimuler ce projet de conquête d'Alger, cette alliance des seigneurs de Coucou et de la monarchie espagnole. Voilà, on pourrait en dire beaucoup plus parce que c'est un livre foisonnant, mais comme vous le constatez, il y a plein d'entrées possibles, et à partir de l'histoire de ce petit royaume, au fond, certains des enjeux les plus majeurs de l'historiographie actuelle sont mobilisés. Alors, il est question de relations diplomatiques dans ce livre, les questions diplomatiques et les transformations que ça produit dans les conceptions mentales, juridiques. C'est au cœur de l'autre livre que vous avez choisi qui se situe au XVIIe siècle en particulier. C'est le livre de Naïma Germani, le droit des exilés. Oui, alors le droit des exilés, son sous-titre, c'est Généalogie du droit d'asile au XVIIe siècle. C'est publié aux Presses universitaires de France. Au départ, il s'agissait de combler un vide historiographique, c'est-à-dire tout le travail de réélaboration du droit d'asile à un moment déterminant, qui est celui de l'époque moderne, moment où commence à s'élaborer ce qu'on appelle le droit des gens, le jus gentium, qu'on observe à partir d'auteurs canoniques, Grotius ou Pufendorf. Ce droit des gens qui est une sorte de préfiguration du droit international. Et donc, dans ce cadre-là, les historiens du droit avaient bien repéré qu'il se passait des choses du côté du droit d'asile, mais sans trop y avoir accordé d'attention. On disposait d'éléments pour l'histoire antique, pour l'histoire médiévale, évidemment pour l'histoire contemporaine, mais il y avait au fond un vide que l'ouvrage de Naïma Germani vient remplir, mais du point de vue de l'histoire. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas faire une histoire du droit d'asile comme le feraient les historiens du droit. Il s'agit bien d'observer la mobilisation de la notion et la construction des catégories dans un contexte historique qui est celui des migrations confessionnelles, notamment celles qui traversent le Saint-Empire romain germanique entre la guerre de 30 ans et le début du XVIIIe siècle.
Oui, rappelons que c'est une catastrophe humaine, hein, cette guerre de 30 Ouais. ans, du point de vue français peut-être un peu sous-estimée par rapport à Mm. l'historiographie germanique, qui a montré à quel point voilà, il y avait vraiment des centaines de milliers, des millions de gens qui ont été victimes à divers titres d'un affrontement colossal, et du coup qui produit des questions relatives justement à ces exilés, ces réfugiés, ces victimes de la guerre. Exactement. Même si elle touche, il y a d'autres migrations qui sont visibles, hein, notamment celle des Huguenots français aussi, hein, à la fin de la période. Mais c'est vrai que cette catastrophe inaugurale qu'est la guerre de 30 ans prend ici effectivement un relief tout autre. Mais donc il s'agit bien de rapprocher les savoirs juridiques des pratiques qui les produisent, et des pratiques comme celle des pétitions, des suppliques adressées par les exilés aux pouvoirs princiers ou aux pouvoirs municipaux dans cette constellation de pouvoirs qu'est le Saint-Empire romain germanique. Elle a retrouvé les archives de l'exil, que sont les récits des récits de passage de frontières, des expériences du déracinement, etc. Alors, le cadre chronologique que vous venez de souligner indique que ce sont essentiellement les problématiques religieuses qui président à cette élaboration du droit d'asile moderne. Hein. Le droit d'asile, c'est d'abord, à l'époque moderne, une question confessionnelle. Elle va poursuivre son enquête jusqu'au début du XVIIIe siècle et les exilés de Salzbourg, qui sont les derniers réfugiés confessionnels. Et elle s'arrête avant la période révolutionnaire où cette catégorie, enfin la catégorie des exilés de ceux qui demandent l'asile, s'ouvre à d'autres individus, notamment ceux qui demandent l'asile politique. Oui, là on renverra aux travaux de Delphine Diaz notamment, qui a prolongé ça pour l'époque contemporaine. On en avait parlé ici également. Exactement. Alors, ce faisant, elle produit une généalogie du droit d'asile et des droits humains qui peut intéresser bien au-delà des cercles des spécialistes d'histoire moderne. Notamment, elle travaille sur les arguments mobilisés, en particulier par les édits princiers, pour justifier de l'accueil des exilés, et qui articule des arguments moraux, notamment le devoir de pitié qui doit s'appliquer à tous les hommes, de toutes conditions, la charité aussi, qui est une vertu chrétienne et doit motiver tous les fidèles. Et puis, à côté de ces arguments moraux, vous avez des arguments mercantilistes, hein, qui, au contraire, prévoient un asile sélectif en fonction des métiers, des fonctions des uns et des autres. Et ce qu'elle montre très bien, c'est que, elle choisit de prendre au sérieux les deux arguments, là où souvent les historiens avaient tendance à considérer avec une certaine ironie la mobilisation de l'argument moral, en disant qu'au fond, ça servait à faire passer d'autres types d'arguments moins nobles. En réalité, elle montre bien comment l'usage et le réemploi de ces catégories montrent leur importance, et que les deux notions, en tout cas les arguments moraux et arguments mercantilistes, ne s'oppose aucunement dans l'esprit des contemporains. Hein. Il ne fait pas contradiction. Il ne fait pas contradiction et contribue à constituer ou à construire la notion du semblable. Hein. Et c'est tout l'enjeu des pétitionnaires de montrer qu'ils sont des semblables. Notamment les Huguenots français vers les Provinces-Unies, la Hollande ou l'Empire. Un autre aspect intéressant, c'est qu'elle va utiliser l'histoire des émotions, mais pas du tout du point de vue d'une histoire des sensibilités, mais au contraire pour montrer comment on peut fonder un droit sur ces émotions, et notamment la notion de souffrance. Hein, la souffrance des exilés serait c'est ce qui doit provoquer l'empathie. Hein, et elle s'appuie d'ailleurs sur une sociologie à la Boltanski, hein, pour étayer cette articulation de l'histoire des émotions à l'histoire du droit. Enfin, sur la construction des catégories, elle apporte des éléments essentiels, hein, où on voit qu'à l'époque moderne, comme à l'époque contemporaine, le travail sur les catégories, hein, est partie prenante de l'opération, est une opération dont les enjeux sont très lourds. On voit comment les exilés, ou comment ceux qui fuient tentent de construire l'exilé comme une sous-catégorie juridique capable de leur ouvrir des droits.
Alors, il y a plusieurs termes, hein. Les huguenots français utilisent le terme de réfugiés. Les exilés confessionnels utilisent ce terme d'exil pour ne pas risquer d'être confondus avec l'image, avec le pauvre, hein. Il y a tout un contexte de rédaction et de travail sur des catégories qui sont travaillées aussi par des logiques de distinction et de tri, hein. Il y a l'exilé misérable qui est digne de pitié, qui n'est pas l'exilé blâmable, le vagabond, le sans-aveu, qui, lui, par contre, depuis le XVe siècle, le milieu du XVe siècle environ, est frappé par une législation très dure. On trouve aussi la même hantise de la fraude. Ce qu'elle montre très bien, c'est que ces exilés doivent passer par des procédures de vérification drastiques. Ça peut être des examens catéchétiques pour vérifier que c'est bien des réfugiés religieux et pas des soldats déserteurs, ou bien au sein des exilés religieux, il s'agit de vérifier que c'est des bons luthériens, mais pas des crypto-calvinistes. Donc voilà, il y a ce travail sur les récits probatoires, hein, produits par les exilés qui rappellent le travail que les anthropologues aujourd'hui font sur les récits qui sont produits par l'OFPRA. Je pourrais parler d'autres choses comme l'histoire de la frontière, l'esquisse de logique transconfessionnelle. Bref, il y a beaucoup de logiques et de points de vue qui sont tirés, qui font de cet ouvrage un ouvrage très important. C'est un texte important pour le présent aussi, je pense. Merci beaucoup. Alors, on a donc des gens qui circulent dans ce contexte des réfugiés et de la recherche d'asile. On a un royaume du nord de l'Afrique. Autrement dit, on a déjà commencé à déplacer les lignes, à passer des frontières, à aller sur des horizons vastes. On va le faire encore plus avec les deux derniers livres, et notamment celui de Stéphane Van Damme, Les Voyageurs du doute, un très beau titre, également aux éditions Fayard. Dans cette même collection L'épreuve de l'histoire, qui lui aussi travaille, alors cette fois le XVIIIe siècle, et travaille les enjeux des Lumières finalement, mais aussi plus largement la question de l'ailleurs, de l'autre, à travers des voyageurs européens que l'auteur suit dans des trajets pour beaucoup tout à fait inédits, ou en tout cas qu'on connaissait peu. Oui, alors c'est encore là encore un grand livre à mon avis. On a un millésime 2023 pour l'histoire moderne particulièrement remarquable. Alors le sous-titre, hein, du livre de Stéphane Van Damme, c'est l'invention d'un altermondialisme libertin. Hein, toute une promesse. Toute une promesse. Et les bornes chronologiques, c'est 1620-1820. Hein. Il va même, il englobe, il commence au XVIIe siècle et enjambe la Révolution. Alors, Stéphane Van Damme est un historien des savoirs, historien prolifique aussi, mais ce livre, on peut penser qu'il l'accompagne depuis longtemps, puisqu'il lui permet de nouer plusieurs fils de ses enquêtes, qui contribuent aussi à faire de ce livre peut-être une pierre miliaire aussi au sein de sa propre œuvre d'historien. Tout d'abord, l'enquête, je pars du plus petit fil, l'enquête sur les libertins. Il avait fait un travail sur le procès de Théophile de Viau, qui est le moment où il s'attelle à cette question du scepticisme, mais il le fait dans l'optique renouvelée des travaux sur l'histoire sociale du littéraire et l'histoire des polémiques, la sociologie de la littérature. Le deuxième fil qu'il tire, c'est évidemment l'histoire sociale des savoirs. C'est un historien critique de la révolution scientifique qui est envisagé du point de vue de la construction sociale de la vérité, de la production des arsenaux de la preuve, des institutions qui légitiment les savoirs, les objets de savoir ou les théories. Et puis, dernier fil qu'il noue à son histoire libertine, c'est l'histoire mondiale, l'histoire transnationale, l'histoire aussi des naturalismes, hein, par le biais de ces voyageurs, hein, qui font l'inventaire du monde et qui nous pratiques savantes et savoir des lointains. Hein, et d'ailleurs, ce livre s'ouvre sur une discussion avec Lévi-Strauss qui estimait que le scepticisme avait partie liée avec les savoirs lointains. Et c'est donc
aussi un grand livre qui, à travers la multitude de fils qui ont été tirés, va proposer une thèse forte qui consiste à mettre au jour la tradition sceptique entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, une tradition qui travaille de façon souterraine l'histoire des sciences modernes, mais qui précisément, parce qu'elle ne fait pas, elle fait pas partie des savoirs dominants, a été jusqu'à présent mal repérée, ou en tout cas pas repérée comme il le fallait. C'est-à-dire que l'histoire qu'il propose, c'est pas une histoire du libertinage à la Pintard, c'est-à-dire qu'il va pas il ne cherche absolument pas à durcir le savoir sceptique, ou il utilise d'ailleurs d'autres termes, hein, le matérialisme. Il ne le durcit pas comme un corpus de doctrine, mais au contraire, il va le chercher dans des pratiques, dans des objets qui vont du plus discret, il emprunte ce terme de science discrète, de savoir discret, des plus discrets au plus évident. Est-ce qu'on peut donner un exemple d'un de ces personnages pour incarner ces trajectoires, incarner ce milieu de gens qu'il étudie? Il y a toute une série de portraits. Alors, il évoque par exemple Python de Tournefort qui va faire des voyages dans les Cyclades et chercher à débusquer ou en tout cas documenter plutôt les croyances des Grecs dans des créatures surnaturelles comme les vrikolakas, qui sont des sortes de vampires qu'il continue d'ailleurs à étudier dans d'autres lieux d'Europe centrale au XVIIIe siècle. Mais c'est par le biais de ce voyageur du doute qu'est Python de Tournefort, il montre comment, à la cheville de ce XVIIe et du XVIIIe siècle, ces hommes de science ou ces hommes du savoir technique ou ces hommes du doute installent le monstrueux, la réalité la plus sauvage au cœur même de l'Europe. Et si je vous comprends bien, ça vient peut-être compliquer aussi l'image parfois simpliste diffusée d'un Occident entièrement mu par un projet de maîtrise coloniale et impériale du monde et de catalogage et d'étiquetage sous une forme de grande mise en ordre rationalisée dominatrice. On a l'impression que ça vient travailler un petit peu ce grand récit-là. Tout à fait. C'est vraiment un des grands acquis, enfin, une des grandes mises au point. Parce qu'évidemment, Stéphane Van Damme travaille au sein d'une communauté extrêmement active et dynamique d'historiens des sciences et des savoirs. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que le livre montre exemplairement. Ce travail dissident de ces voyageurs du doute par rapport à l'ordre des savoirs dominants, tant à l'égard du coup des processus de confessionnalisation ou du travail de l'orthodoxie, que des dynamiques impériales. Et que ces cultures du doute mettent en cause. Et de ce point de vue-là, il faut souligner aussi la très forte réflexivité critique de cet ouvrage, qui est nourri par un effort de lecture quasi héroïque. Parce que c'est un livre qui vaut à la fois par la thèse forte qu'elle propose, mais aussi par la mobilisation assez extraordinaire de toute cette historiographie qui s'écrit en France, certes, mais aussi beaucoup au-delà. Stéphane Van Damme a une vision, je pense, à peu près assez rare de l'historiographie qui s'écrit en histoire des sciences. Et donc, c'est une leçon critique qui s'appuie justement sur cette métabolisation de tout ce travail accumulé par les historiens des sciences et des savoirs qui depuis une trentaine d'années, a considérablement bouleversé le champ des études modernes. Alors on a 3 livres qu'on vient de citer qui sont chacun à leur façon des livres ambitieux et peut-être qui ne sont pas les meilleurs choix, on va dire, pour un oncle ou un grand-père qui apprécie l'histoire mais qui n'aurait pas un certain bagage peut-être de nature universitaire, ou en tout cas qui n'aurait pas tous les outils pour en apprécier toutes les subtilités. Mais il y a aussi des livres qui sont peut-être plus accessibles, et je crois que vous en proposez un qui est à la fois un classique et un livre peut-être qui ne s'adresse pas que aux savants et aux professionnels et aux amateurs très éclairés d'histoire.
Oui, c'est vrai que j'avais conscience de ne pas avoir proposé forcément des livres très sapinesques dans cette sélection de Noël, mais je me rattrape, au dernier moment en proposant, l'ouvrage de Greg Denning, sur le Bounty. Le sous-titre est déjà en lui-même tout un programme. Le Bounty, passion, pouvoir, théâtre, histoire d'une mutinerie. C'est un classique en réalité, puisqu'il est paru il y a un certain temps, déjà en 92, je crois. Greg Denning est mort en 2008. C'était un historien australien. Il est servi ici par la traduction de Brice Mathieusan, dont je salue le travail parce que elle est magnifique. Elle rend pleinement justice à l'art du récit consommé qui traverse ce livre, qui est un ouvrage, voilà, qui a conscience d'écrire après la fiction, après les fictions, hein. C'est-à-dire, c'est un ouvrage qui va reprendre l'enquête autour du bounty, mais qui n'est pas sur le mode de ce qui s'est réellement passé, où les archives dévoilent enfin la vérité sur la mutinerie du bounty, mais au contraire, il essaye de prendre ensemble l'histoire et le mythe. De toute façon, un certain nombre des événements de cette mutinerie nous resteront à jamais scellés, mais justement, il rend cette opacité fictionnelle partie prenante de son récit, qui est extrêmement construit, hein. C'est un livre qui est construit en 3 actes, justement pour souligner la dimension créatrice de l'écriture historique. 3 actes donc, qui sont 3 scènes en réalité. Le navire, la plage et l'île. Et à chaque scène, au fond, se voit confier l'élucidation d'un certain nombre de problèmes historiographiques considérables. Et qui sont, et là, même si le ton est parfois un peu malicieux, mais qui sont traités avec un grand sérieux et un grand raffinement. Alors, je ne pense pas qu'on ait besoin de rappeler l'histoire de la mutinerie, mais... Au moins dire, voilà, on est en avril 1789, on est sur un Voilà. navire britannique, un capitaine Bligh, extrêmement autoritaire, un de ses officiers, Fletcher Christian, unit les hommes contre lui, et puis ensuite toute une série d'aventures et de mésaventures qui s'en suivent. Vous avez vu les films, hein. Mais c'est ça, oui, c'est ça. Toute cette expédition qui a lieu après Cook avait en réalité un objectif qui s'inscrivait juste dans l'histoire du processus colonial, puisqu'il s'agissait d'acclimater l'arbre à pain dans les colonies antillaises pour nourrir à bas coût la population esclave. Et si vous parlez, j'ai cru voir qu'il y avait une séance avec Hélène Blay la semaine prochaine, vous pourrez lui parler de ce processus d'acclimatation. Elle parlera mieux que moi de ce processus, de cette opération. Et donc, Bligh, qui est aussi partie prenante économiquement, hein. Il n'est pas seulement le capitaine du bateau, mais aussi il est engagé dans l'opération, engagé financièrement, et très anxieux de cette réussite. Part de Tahiti le 28 avril, et c'est le voyage du retour. Une mutinerie éclate. Fletcher Christian abandonne le capitaine Bligh dans une chaloupe qui était destinée à recevoir une dizaine d'hommes, qui en reçoit près d'une vingtaine. Et ils vont naviguer. Et ça, c'est peut-être... alors, je ne sais pas si c'est un exploit de navigation, mais en tout cas, ils vont parcourir 6500 km dans cette mer du Pacifique extrêmement piégeuse, et arriver au Timor, en Indonésie. De là, ils s'embarquent pour l'Angleterre. Et en Angleterre, là, une enquête est diligentée.
on va extraire de Tahiti les quelques mutins qui s'y trouvaient. Un procès a lieu à la cour martiale de l'amirauté de Londres, à l'issue duquel seront condamnés, pendus 3 hommes et parmi ceux qu'on a trouvés. Bref. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque Fletcher Christian, on ne le retrouve pas à Tahiti, parce qu'en réalité, il a quitté, toujours à bord du Bounty, l'île pour essayer de fonder une nouvelle société à Pitcairn, donc un petit îlot au milieu du Pacifique. Donc on retrouve ici toutes des problématiques des Lumières, au fond. Par exemple, les hommes du Bounty qui vont être, au fond, initiés à la liberté par les Tahitiens. Et puis cette île utopique fondée par les mutins qui essayent de refonder un nouveau monde où mutins et Tahitiens vivent en harmonie, mais en réalité ça se terminera par un bain de sang tragique. Donc l'ouvrage de Greg Denning parvient à nouer ces scènes, le navire qui devient la métaphore d'une société disciplinaire, organisée, telle qu'elle peut exister à la fin du XVIIIe siècle sur les bateaux de la Royal Navy, même si, en l'occurrence, on comprend qu'après l'enquête de Denning, que finalement, ce brave capitaine Bligh, c'était un des moins pires du moment, puisqu'il fouettait rarement ses marins. La plage, qui est en fait une figure du limès, de la rencontre, du lieu du contact entre Européens et Tahitiens. Et là, on a tout le prisme de la rencontre qui va de l'union, même charnelle, jusqu'à l'incompréhension et le massacre. Et puis l'île, cette île utopique de Pitcairn, sur le mystère duquel se clôt, au fond, l'enquête. Donc voilà, à la fois un très beau livre d'histoire de cette fin du XVIIIe siècle et des utopies qu'il a pu générer et des scènes très concrètes où elles ont essayé de s'incarner, et une leçon d'écriture aussi, une réflexion sur l'écriture de l'histoire et sa valeur d'activité créatrice. Alors comme c'est un épisode évidemment célèbre, on n'a pas fini de travailler dessus, donc vous avez repéré le fait qu'un auteur allemand publiera dans quelques temps, je crois, Meuterei in Paradise, la mutinerie au paradis de Simon Fürstenschneider, donc à suivre, parce qu'il y aura sûrement des nouveaux travaux, et évidemment on signale aussi qu'il y a toute cette production, effectivement, romanesque, filmique, toutes ces mises en scène du Bounty, et si on aime ce type de décor, il y a par exemple tous les romans de Patrick O'Brian qui se déroulent sur mer et qui évoquent non pas Bligh directement, mais ce type d'univers maritime. Je n'aurais pas dit mieux. Il me reste à souhaiter un joyeux Noël à tous les auditeurs de Paroles d'Histoire. Merci beaucoup Caroline Callard. Voilà, joyeux Noël, très bonne fin d'année à tout le monde avec ces conseils que vous venez de nous donner. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.